Bonjour et bienvenue dans la semaine de l'écho. Merci beaucoup mon cher Emmanuel. Ces 3 jours sont passés si vite. Je pense que nous sommes parvenus à montrer que les Allemands et les Français ont beaucoup de choses en commun. Et cette affection vient aussi du fait que nous sommes différents. Mais je voulais vraiment très sincèrement te remercier, chère France, pour l'amitié. Et j'espère que notre amitié personnelle et l'amitié entre nos deux pays ont pu inspirer à beaucoup d'autres, à nous de faire. Thank you. Thank you. Emmanuel Macron a donc effectué une visite d'État en Allemagne, une rencontre symbolique placée aussi sous le signe de la compétitivité économique de l'Europe. Investissement, commerce, alors que les désaccords économiques sont nombreux entre les deux pays, quel agenda stratégique pour l'UE? Face à la Chine et les États-Unis, comment renouer avec la croissance? La France et l'Allemagne sont-elles toujours le moteur de l'Europe? Autre chantier à financer, la transition énergétique. Là aussi, les deux pays défendent des modèles bien distincts. À 2 semaines des élections européennes, en France comme en Allemagne, les thèmes et les partis écologistes ne font plus recette. Quel modèle de transition et quel financement? Reportage et analyse à suivre. Enfin, face au mur d'investissement à venir, faut-il relancer l'union des marchés de capitaux? Emmanuel Macron et Olaf Scholz y sont favorables. Les deux leaders l'ont affirmé dans une tribune commune publiée dans le Financial Times. À quand une place financière en Europe? L'idée est ancienne, mais complexe à réaliser. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Céline Antonin, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Shahin Vallée, économiste au German Council for Foreign Relations. Bonjour. Bonjour à vous. Sylvie Matelli, directrice de l'Institut Jacques Delors. Bonjour et merci d'être venue. Et Anne Frisch, professeure à HEC et ancienne directrice financière d'entreprises industrielles. Bonjour à tous les 4 et merci d'avoir accepté notre invitation. L'Europe doit bâtir un nouveau paradigme de croissance, annonce du chef de l'État en début de semaine à Dresde. Il faut dire que la croissance patine en Europe et que l'écart se creuse avec les États-Unis. Outre-Rhin, la croissance repart timidement après une année 2023 dans le rouge. Le gouvernement table sur une hausse de 0,3% cette année et de 1% en 2025. La France, elle fait à peine mieux, 0,9% l'an dernier et 1% prévu cette année. Le Covid, la guerre en Ukraine, la crise énergétique ou la nouvelle concurrence chinoise et américaine sont passés par là. Industrie numérique, intelligence artificielle ou même défense européenne impliquent de lourdes dépenses. Emmanuel Macron rêve d'un grand emprunt européen comme celui mis en place après la pandémie, là où le gouvernement allemand est soumis à un véritable carcan constitutionnel. Shahin Vallée, ce grand emprunt voulu par Emmanuel Macron a-t-il des chances de voir le jour? Aujourd'hui, c'est difficile de voir comment on pourrait convaincre les Allemands, les Néerlandais et les autres pays du nord de l'Europe qui sont assez rétifs à cette idée. D'autant que les 750 milliards du fonds qu'on a lancé pendant le Covid n'ont pas été tous entièrement dépensés. Donc beaucoup de l'argument de ceux qui sont sceptiques est commençons par dépenser tout et dépenser bien ce qui a déjà été décidé, ce qui en principe nous prendra jusqu'à la fin de 2026 et ensuite on verra. Il faut se rappeler qu'en 2020, quand on a lancé ce grand emprunt pour financer la relance, on avait promis que ce serait exceptionnel et que ce serait unique et non pas que ce serait un mécanisme permanent et pérenne. Et donc il y a beaucoup de pays, dont l'Allemagne, qui s'en rappellent bien et qui nous le rappellent régulièrement. Il y a aussi le carcan constitutionnel. La Cour constitutionnelle a sanctionné le gouvernement Olaf Scholz pour avoir tenté de contourner la règle du frein à l'endettement. Alors je rappelle que cette règle est inscrite dans la loi fondamentale allemande qui limite à 0,35% de la richesse nationale toute nouvelle dette. Est-ce que cette règle d'or, vu les chantiers à venir, à financer, les différentes transitions numériques, écologiques, est-ce que cette règle, elle a des chances d'être amoindrie, écartée? Oui, en fait, ça fait déjà plusieurs années que les Allemands trouvent des moyens ingénieux de contourner cette règle. C'est une règle constitutionnelle qui a été introduite en 2009, qui est très stricte à la fois pour le gouvernement fédéral et pour les Länder, et qu'à plusieurs reprises, le gouvernement fédéral a essayé de contourner, notamment en créant des fonds spéciaux. Donc, il y avait un fonds spécial pour le climat qui avait été créé, un fonds spécial pour la crise Covid, et un fonds spécial récemment créé, notamment suite à la guerre en Ukraine, pour financer la défense. Il se trouve que la Cour constitutionnelle a dit que, en tout cas, certains de ces fonds, notamment le fonds climat, étaient anticonstitutionnels.
Et ça a créé vraiment un choc politique et économique en Allemagne parce que ça a forcé du coup le gouvernement fédéral à mener une politique d'ajustement budgétaire et de coupe notamment dans les dépenses climatiques très très sévère. Ça a été le cas en 2024, c'est de nouveau le cas en 2025. Mais ce que je pense que ce choc-là produit, c'est que ça ouvre un véritable débat en Allemagne sur l'avenir de la règle constitutionnelle. Alors ce n'est pas un débat que cette coalition-là peut mener aujourd'hui, parce qu'elle est trop divisée sur cette question-là. On a d'un côté les libéraux qui tiennent le ministère des Finances, qui, eux, s'arc-boutent sur la règle constitutionnelle et qui ne veulent pas en bouger, et d'autres, les socialistes et les Verts notamment, qui seraient plus amènes de bouger, mais qui se rendent bien compte que s'ils le proposent aujourd'hui, ils font exploser la coalition. Et donc, ce que je pense qui va se passer, c'est que ce débat-là, une fois que le budget 2025 sera passé, donc après l'automne, va devenir un débat véritablement intense en Allemagne. Il va mûrir pendant toute l'année 2025, et ce qu'on peut espérer, c'est qu'à l'issue des élections législatives de 2025, une nouvelle coalition, forte de cette campagne qui aura été menée sur ces thèmes économiques, aura peut-être l'audace de mettre sur la table un projet de réforme constitutionnelle qui permettra d'assouplir un petit peu les règles budgétaires. Un assouplissement de ces règles budgétaires, vous y croyez, Céline Antonin ? Disons qu'il y a un nombre croissant de voix qui plaident en tout cas pour que ces règles soient assouplies, parce qu'il est vrai que l'investissement pose un vrai problème aujourd'hui en Allemagne, c'est-à-dire que ce soit au niveau de l'infrastructure ferroviaire, enfin il y a plein d'infrastructures qui sont vieillissantes et donc qui appellent des investissements assez massifs. Oui, les routes, vous l'avez dit, le numérique, par exemple, le ferroviaire. Exactement, donc il y a vraiment de gros chantiers et il est vrai que ce manque d'investissement va handicaper aussi la croissance future, c'est-à-dire qu'on parle souvent en tant qu'économiste de la croissance potentielle, c'est-à-dire la croissance qu'on pourrait soutenir donc avec un niveau de prix, enfin disons la croissance naturelle de l'économie pour simplifier, et il est vrai que sans un certain degré d'investissement dans ces infrastructures, du coup l'Allemagne va hypothéquer sa croissance future, donc c'est particulièrement important, et je pense qu'il y a eu notamment le Conseil des experts allemands, enfin il y a eu plusieurs instances qui ont dit qu'il fallait vraiment revoir cette règle budgétaire et qu'il fallait donner des marges de manœuvre à l'Allemagne, d'autant qu'en fait, il est vrai que le problème de la dette publique est moins prégnant en Allemagne que ce qu'il est dans d'autres pays. À titre de rappel, on est en Allemagne en dessous. On va peut-être regarder les chiffres précisément, on les a. Voilà. Donc c'est vrai qu'en Allemagne... Effectivement, on peut se poser la question du fait que la France, avec une dette qui est près du double de la dette allemande, est-ce qu'elle est bien placée pour demander la création d'un nouvel emprunt ? Sylvie Matelli, on voit les chiffres, 110% de la richesse nationale en France, 63,6% en Allemagne, et on voit que la moyenne européenne est à 88,6%. Et c'est clairement le talon d'Achille des Français aujourd'hui, et pas que vis-à-vis de l'Allemagne, en Europe en général. Quand ils commencent à parler finances, et en particulier finances publiques, nouvelles ressources ou autres, on nous renvoie très clairement à l'incapacité que nous avons à gérer notre dette publique avec cette idée. Mais au fond, vous voulez aujourd'hui que les Européens prennent le relais et viennent vous donner des moyens financiers que vous n'avez plus ou que vous n'avez pas su garder. Donc c'est très clairement la difficulté et la problématique. Il n'empêche qu'une fois qu'on a dit ça, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France ou partout en Europe, on est face à ce mur de financement dont vous avez parlé en introduction et qui font qu'il faudra bien trouver de la ressource. Et ça paraît une évidence et la solution doit être trouvée assez rapidement. Et pardon, Céline Antonin, vous le disiez qu'avec le faible niveau de dette allemande, elle a quand même des marges de manœuvre assez confortables pour pouvoir investir. Elle a des marges de manœuvre assez confortables, effectivement, puisque elle a en fait, dans la période entre la crise donc des dettes souveraines et le moment où les crises en Ukraine et la crise de la Covid sont arrivées, c'est vrai qu'elle avait réussi à gérer assez bien ses finances publiques et donc à baisser son endettement par rapport à un pays comme la France qui du coup avait vu son endettement augmenter. Donc elle a pu se permettre d'avoir une politique de relance, on va dire, et sans que ça grève trop ses finances publiques. Donc effectivement, elle peut se permettre cette marge de manœuvre par rapport à d'autres pays pour lesquels c'est plus compliqué, surtout en cette période où effectivement on est dans une normalisation des taux d'intérêt et donc les taux sur la dette remontent, mais pour l'Allemagne, j'allais dire, c'est moins douloureux. Alors même s'il y a quand même peut-être un petit bémol à mettre, c'est que l'Allemagne est quand même aussi en train de connaître donc une transition démographique. Enfin, c'est un pays vieillissant et donc quelque part, voilà, elle n'est pas aussi dans le même, au même niveau que la France, puisque la France a une croissance démographique qui est plus favorable, disons, que l'Allemagne. Alors une France, certes endettée, mais qui donc a une démographie un petit peu plus favorable que l'allemande. Qu'est-ce qui plaît aux investisseurs allemands qui viennent en France ?
Justement, voilà, il y a de la ressource humaine, il y a du capital humain, il y a de la R&D, de l'innovation, le soutien des financements publics, le dispositif du crédit impôt qui grève les finances publiques. Voilà. Oui, un peu moins d'impôts payés par les entreprises par le dispositif de CIR. Le crédit impôt recherche. Oui, et puis des talents, vraiment des talents sortis des écoles d'ingénieurs françaises qui vont être positionnés un peu différemment des talents allemands. C'est-à-dire qu'on a plus des talents dans l'aéronautique, dans l'IT, quand les Allemands ont des talents plus dans l'industrie mécanique ou dans la robotique. Et puis, il y a le prix de l'énergie, bien sûr. On va y venir, mais ce sera un petit peu plus tard. Un peu plus tard, mais ça les attire. Voilà. Et donc, j'ai des exemples. J'ai regardé quels étaient les projets qui avaient été menés en 2023 par des entreprises allemandes en France. 300 projets d'investissement en 2023, dont des projets assez emblématiques. Alors, ce n'est pas nécessairement des énormes entreprises, mais c'est ça qui fait la force d'une économie. Donc, vous avez par exemple Hager dans l'électronique qui a investi en Alsace, Merck dans la pharma qui investit partout en France, qui est un laboratoire pharmaceutique. Vous avez des alliances entre les start-up allemandes et les start-up françaises. C'est ce qu'on a vu à Vivatech avec le French German Tech Lab. Dans le salon de l'innovation qui avait lieu la semaine dernière. Exactement. On a Lilium qui fait des taxis volants, qui a choisi de s'installer à Bordeaux il n'y a pas longtemps. On a Thermomix, les mixeurs, vous savez, qui vont dans l'Eure-et-Loire. Ça fait déjà pas mal. Ça fait déjà pas mal. Pas nécessairement des très gros investissements, mais beaucoup de projets et, semble-t-il, de plus en plus. Une belle dynamique, quoi. Alors, à Dresde, Emmanuel Macron a également plaidé pour de nouvelles règles commerciales et a appelé l'Union européenne à sortir de la naïveté et à mieux se protéger sur le plan commercial en bâtissant une préférence européenne dans certains domaines. Shahin Vallée, ce discours a-t-il des chances d'être entendu en Allemagne, qui, on le sait, est une économie très ouverte, qui vide ses exportations, notamment industrielles? Les Allemands sont par construction un peu rétifs à tout ce qui pourrait entraver le commerce international et en même temps, ils font face de manière de plus en plus brutale à une compétition et une concurrence chinoise rude, notamment dans les domaines dans lesquels ils pensaient être relativement protégés de cette concurrence. Je pense au secteur automobile ou à l'industrie manufacturière avancée. Et donc, je pense que l'Allemagne est aussi sur ça en train de bouger. L'Union européenne est en train de mener une enquête sur les subventions chinoises aux véhicules électriques. Elle doit prendre une décision avancée sans doute au lendemain des élections européennes. Ce sera très intéressant de voir comment les Allemands vont réagir à ça. On sait qu'ils ne veulent pas froisser les Chinois. On sait qu'ils y étaient relativement opposés jusqu'à présent, parce que leur plus grande inquiétude, c'est que les entreprises allemandes qui sont très présentes en Chine soient à la fois traitées en Europe comme des entreprises chinoises. En gros, si Volkswagen en Chine exporte des véhicules électriques vers l'Europe, que Volkswagen se voit imposer des tarifs douaniers par l'Union européenne et qu'en retour, s'il devait y avoir des représailles commerciales, que Volkswagen en Chine soit traité comme une entreprise européenne et soit soumise à des restrictions lourdes. Et donc ça, pour une entreprise allemande très investie en Chine, comme c'est le cas de nombreuses entreprises allemandes, ce serait très délicat, c'est-à-dire qu'ils perdraient sur les deux tableaux. Et donc ça, c'est la grande inquiétude allemande. Et en même temps, ils se rendent bien compte que le laisser-faire et l'absence de réaction n'est plus possible. Elle est plus possible parce que c'est plus dans l'intérêt économique européen et elle est sans doute plus possible aussi pour des enjeux géostratégiques parce que d'autre part, la tension sino-américaine s'intensifie et que les Américains qui nous ont laissés jusqu'à présent relativement libres de commercer avec la Chine de manière assez libre, à part dans quelques secteurs, je pense notamment aux semi-conducteurs, cette liberté relative risque de ne pas durer. D'autant plus si Trump est élu à la présidence des États-Unis et si lui mène une politique commerciale vis-à-vis de la Chine très, très offensive. Si c'est le cas, je pense que l'Europe ne pourra plus rester passive comme elle l'a été. Dans la naïveté, comme dirait Emmanuel Macron. Ouais. Sylvie Matelli, on l'a dit, les deux pays affichent des modèles économiques bien distincts. L'économie allemande repose donc beaucoup sur les exportations, notamment en Chine, là où la France cherche à retrouver une forme de souveraineté industrielle perdue. Même si, Shahin Vallée l'a un petit peu expliqué, la nouvelle concurrence chinoise fait bouger les lignes en Allemagne.
Oui, tout à fait. Et on commence à voir, alors au-delà du modèle commercial d'ailleurs, il faut bien rappeler que le niveau d'industrialisation et le poids de l'industrie dans chacun des pays est très différent. Là où l'Allemagne a réussi à préserver une industrie relativement forte et dynamique exportatrice, les Français ont eu beaucoup plus de difficultés. Et ça a des conséquences aussi territoriales parce que l'industrie, elle a exporté ses usines partout dans le monde. La France a délocalisé, tout à fait. Et là où l'Allemagne, en gardant ce tissu industriel, a une industrie bien mieux répartie. L'industrie, la caractéristique de l'industrie, c'est qu'elle est bien mieux répartie sur un territoire et donc avec des différences entre les régions qui sont bien moindres. Par contre, il est clair que dans le débat qui s'est engagé en Allemagne sur la question de la relation à la Chine, on voit qu'il commence à y avoir des fractures. Là où la France était sur une position, l'Allemagne était sur une autre position, la France était beaucoup plus sur la politique industrielle, là où l'Allemagne voulait rester ouverte pour préserver ses marchés et en particulier ses marchés en Chine, on s'aperçoit qu'il y a une divergence qui est en train de se creuser entre les grands groupes qui ont des intérêts évidents sur le marché chinois et des intérêts évidents à l'ouverture, et puis des sous-traitants qui sont plus fragilisés par cette concurrence chinoise et qui aujourd'hui commencent à s'inquiéter très fortement de la situation. Je vous vois qui c'est. Oui, je partage ce qu'a dit Sylvie Matelli. Et en outre, ce que je voulais rajouter, c'est qu'effectivement, le modèle allemand qui était très fondé sur l'exportation, puisque on a même reproché au modèle allemand en fait, le fait que la demande intérieure ne puisse pas prendre le relais. Quand il y a un ralentissement du commerce mondial, effectivement, on voit les performances de l'Allemagne ralentir, alors qu'en France, en fait, c'est beaucoup la consommation intérieure qui arrive à prendre le relais. Et ce qui s'est passé dans la manière de se projeter en Chine, c'est qu'en France, en fait, ou plutôt en Allemagne, lorsque l'Allemagne exportait vers la Chine, en fait, ils arrivaient à exporter des biens d'équipement, alors que les Français étaient concurrencés sur les biens de consommation. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, la balance commerciale allemande se portait mieux. C'est une des explications. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'Allemagne a beaucoup investi en Chine. Il y a 5 fois plus d'entreprises allemandes que d'entreprises françaises qui sont présentes en Chine. Mais sur un secteur comme l'automobile, on l'a dit, en fait, ils se sont fait fortement concurrencer, voire doubler, puisque la Chine est passée devant en tant que premier exportateur mondial de véhicules. Et donc, du coup, ils ont perdu leur avantage. Et donc, ils commencent à se rendre compte que cette concurrence chinoise leur fait du tort et qu'effectivement, il est peut-être aussi dans leur intérêt de songer à se protéger. Et je voulais rappeler qu'on est au niveau du commerce mondial dans un contexte international où on a l'IRA du point de vue des États-Unis. Alors, rappelez-nous ce qu'est l'IRA en 2 mots. Inflation Reduction Act. Donc, voilà. Et qui, le grand plan d'investissement dans la transition énergétique. Exactement, et qui en fait s'apparente à une forme de protectionnisme américain. On a donc du coup une réponse européenne un petit peu sur les semi-conducteurs, etc. Mais donc je pense qu'il faut aller assez loin dans cette réponse européenne parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit le dindon de la farce. Anne Frisch, l'Allemagne, on l'a dit, même fragilisée, est-ce qu'elle continue d'attirer des entreprises françaises ? Ah oui, tout à fait. Elle a été fragilisée, 2022, 2023. Là, on voit que l'économie repart. Et timidement. Timidement, voilà. Alors, la France fait partie des 5 premiers... Les entreprises françaises en Allemagne font partie des 5 premiers employeurs. Il y a 400 000 personnes en Allemagne qui travaillent pour des entreprises françaises et qui en sont plutôt contentes. Il y a des beaux exemples d'investissements d'entreprises françaises en Allemagne. Alors, on a dans l'industrie du assez classique, Schneider qui fait un centre d'innovation à Berlin. Mais on a aussi dans les services, par exemple Doctolib, qui dès ses débuts s'est installé en Allemagne, est une grande réussite en Allemagne. On a le luxe, il ne faut pas oublier. Mais ça, LVMH. C'est un petit peu mondial. Oui, mais alors LVMH qui rachète Birkenstock, c'est quand même intéressant. Et ils avaient racheté la marque aussi, allemande de chaussures. Voilà. Et derrière ça, il y a aussi beaucoup d'entreprises allemandes de taille moyenne, ce qu'on appelle les entreprises du Mittelstand, qui sont souvent à un moment où il y a un passage de relais d'une génération à une autre. Donc c'est le moment de la succession qui va prendre le relais. Et donc on voit aussi les fonds de private equity français comme Apax 72 qui s'appelle, et Euraseo, qui ont des bureaux en Allemagne et qui sont très présents pour faciliter des rapprochements entre des entreprises allemandes et des entreprises françaises. Donc l'intérêt est toujours là. Et on a même le secteur bancaire, par exemple le BNP Paribas, qui est en Allemagne depuis assez longtemps, très content d'avoir acheté Consors et DAB. Voilà.
Sur la question ô combien stratégique de la défense, les divergences existent entre les deux pays, à la fois sur l'aide à l'Ukraine, mais aussi d'un point de vue de stratégie industrielle. Oui, la question de la défense est double, c'est-à-dire qu'il y a des désaccords politiques sur comment est-ce qu'on fait... Ça a fait l'objet d'une grande partie de cette visite d'État d'Emmanuel Macron. Comment est-ce qu'on fait l'Europe de la défense? Quel type de soutien on apporte à l'Ukraine? Il y a eu un grand débat entre le chancelier et le président de la République sur est-ce que oui ou non on autorise les Ukrainiens à frapper sur le territoire russe. Donc ça, c'est un débat très compliqué, mais qui progresse de proche en proche. Mais il y a un débat tout aussi compliqué pour la création de cette Europe de la défense, c'est comment est-ce qu'on intègre les capacités industrielles européennes. Et il y a deux grands projets industriels franco-allemands en la matière. Un projet dans l'aéronautique avec l'avion de combat du futur. Dont on entend parler depuis longtemps. Dont on entend parler depuis longtemps et dont on risque d'entendre parler pendant longtemps, puisqu'il progresse très peu, très lentement. Et ça, c'est assez regrettable vu les circonstances qu'on connaît aujourd'hui et vu l'urgence de se rendre compte qu'un projet de cette ampleur progresse si peu. Et il y a un deuxième projet emblématique, qui est le projet d'un char de future génération, qui lui aussi, dont on entend parler lui aussi depuis longtemps, et dont on risque lui aussi d'entendre parler pendant longtemps, parce qu'il progresse très peu. En réalité, l'année dernière, la France et l'Allemagne ont signé une nouvelle étape dans l'avancement de ce projet, mais en retardant en réalité la livraison des premiers chars d'une dizaine d'années. Et c'est quoi ce qui coince? C'est le fait que chaque pays veut garder jalousement ses technologies, ses champions nationaux? Oui, malheureusement, c'est ça. C'est qu'en gros, derrière la volonté de créer une Europe de la défense, il y a toujours, malgré tout, une forme de protectionnisme et de nationalisme en matière d'industrie de la défense. Pour le projet aéronautique, la France clairement protège les intérêts industriels de Dassault et n'est pas tout à fait enthousiaste à l'idée de partager les retombées économiques de ce projet. Et il se passe exactement la même chose de manière symétrique pour le projet de chars du futur. Sylvie Matelli. Je crois qu'il y a aujourd'hui un constat commun sur les enjeux d'industrie d'armement. C'est le constat qu'il faut réarmer ces industries, réinvestir dans ces industries pour qu'elles soient en capacité de produire les armements qui sont nécessaires à la sécurité européenne. Simplement, une fois qu'on a fait ce constat commun, on se retrouve confronté à 30 années de politique industrielle vis-à-vis de la défense radicalement différente. Je ne suis même pas sûre que dans le cas de l'Allemagne, on puisse parler de politique industrielle. Vous aviez cette idée à partir du début des années 90 que en Allemagne, que l'industrie de la défense était une industrie comme les autres, qu'elle devait s'inscrire dans l'écosystème industriel de l'Allemagne, et vous avez eu progressivement un véritable désengagement de l'État. Mais ça n'est à un point où, dès le début des années 2000, les pépites industrielles de ce secteur en Allemagne sont revendues, y compris à des capitaux étrangers. On se souvient d'un fonds américain qui rachète HDW, qui était une grande entreprise. On se souvient du fonds KKR, fonds américain aussi, qui rachète la branche électronique d'Airbus. Et on se souvient des réticences d'Angela Merkel à rentrer au capital d'Airbus à l'époque où il y a eu un certain nombre de difficultés. Donc vous aviez cette vision-là, là où les Français étaient beaucoup mieux disant sur cette politique industrielle, avec l'idée que l'industrie de la défense est une industrie stratégique, il faut la soutenir. Et pour le coup, je parlais des investissements étrangers en Allemagne dans ce secteur. En France, ça fait des années qu'on est très regardant, très attentif à qui investit dans l'industrie de défense pour garder cette autant la France a déjà investi dans son industrie, mais pas dans son industrie de défense. Et la conséquence de ça, c'est qu'en France, les grandes entreprises ont prospéré, se sont développées. Les Thales, Safran, Nexter, Airbus sont aujourd'hui d'énormes multinationales dans ce domaine, et donc très solides et avec des technologies qui vont avec, là où les Allemands n'ont pas la contrepartie. Donc quand vous commencez, ou pas tout à fait la contrepartie dans tous les domaines, donc quand vous commencez à parler coopération, ça pose un certain nombre de problèmes. Allez, on en vient à notre deuxième thème, la transition énergétique, un thème qui en pleine campagne pour les européennes ne fait pas recette, relégué loin derrière les questions migratoires ou de pouvoir d'achat. En Allemagne, il y a 5 ans, le parti écologiste avait obtenu plus de 20% des suffrages. Mais entre-temps, ce dernier a intégré la coalition. Entre usure du pouvoir et certaines décisions controversées, de nombreux électeurs acquis à la cause se tournent vers de nouvelles formations politiques plus radicales. Le reportage de notre correspondante sur place, Anne Maillet.
Ils se sont collés au bitume pendant des mois pour alerter sur l'urgence climatique. Mais en l'absence de résultats, ils sont passés à l'étape suivante. Le mouvement allemand Dernière Génération se présente aux élections européennes. Il faut provoquer des perturbations pour attirer l'attention sur la question climatique. Et pour nous, il est devenu indispensable de perturber aussi le Parlement. Dans leur sillon, des électeurs déçus de l'écologie politique comme Kathleen et sa fille. Elle regrette que la question climatique soit passée au second plan après l'immigration et la guerre en Ukraine. Ce que j'aime bien dans leur démarche, c'est qu'on sent qu'ils prennent ce sujet au sérieux et qu'ils considèrent que c'est une question de survie. C'est ainsi que je le vois aussi. Il faut dire aussi que les partis qui devraient défendre cette cause nous ont laissé tomber et c'est difficile de décider pour qui voter. Après un score historique en 2019 avec plus de 20% des suffrages, ce scrutin s'annonce en effet plus compliqué pour les écologistes qui font désormais partie du gouvernement. Le message le plus important pour la dernière ligne droite de la campagne, prenez cette élection au sérieux. Les Verts ont mauvaise presse. De nombreux Allemands les tiennent pour responsables de la flambée des prix de l'électricité. À peine connus en Allemagne, leur chef de file pour les européennes fait campagne contre l'extrême droite, tout en défendant le pacte vert. Depuis le début de la campagne, les attaques en règle contre le Green Deal se sont multipliées. Les électeurs qui souhaitent vraiment faire avancer le Green Deal et développer une politique climatique européenne doivent voter pour nous. Dans ce pays qui doit élire 96 eurodéputés, l'écologie reste un enjeu majeur, avec l'extrême droite climato-sceptique, les conservateurs et les libéraux qui remettent en cause la fin du moteur thermique, mais aussi des formations plus confidentielles qui se positionnent sur ce créneau, comme le parti pan-européen Volt. Volt, qui est représenté sur tout le continent, occupe un siège au Parlement européen depuis 2019. À Berlin, leur candidate multiplie les journées portes ouvertes. Objectif, décrocher 5 mandats et incarner l'alternative au parti écologiste. L'ONG WWF a procédé à une évaluation et a montré que Volt a soutenu à 100% tous les votes pour le climat au Parlement, alors que le parti écologiste a voté pour 90% d'entre eux. Et les électeurs commencent à s'en rendre compte. Un bulletin écologiste qui menace donc de s'éparpiller. Les Verts sont crédités de 15% des intentions de vote. Alors, des écologistes en ordre dispersé, un pacte vert détricoté, sans parler des divergences franco-allemandes. C'est Céline Antonin, dans ce contexte, quelle transition énergétique en Allemagne ? Alors, la question de la transition énergétique en Allemagne est assez compliquée parce que on sait qu'en 2011, donc à la suite de Fukushima, l'Allemagne a voulu sortir du nucléaire. Donc ça, c'était le premier axe. Il y a eu en même temps une volonté de miser de plus en plus sur les énergies renouvelables. Et en fait, en 2023, on a 56% de l'électricité qui est produite par les énergies renouvelables. Donc on est au double de la France au niveau allemand. Donc, par contre, ce sont des énergies intermittentes. Et donc l'idée, c'était que le gaz naturel allait permettre d'assurer la transition, le temps justement de pouvoir aller vers une énergie beaucoup plus décarbonée. C'est là que le bas blesse. Et c'est là que le bas blesse, puisqu'on se rappelle tous qu'avec ce qui s'est passé en Ukraine, effectivement, il a fallu à marche forcée pouvoir rapidement sortir de la dépendance au gaz russe. Et du coup, l'Allemagne a dû rouvrir ses centrales au charbon. Et donc, voilà, paradoxalement, on a 25% de production d'électricité qui est basée sur le charbon. Donc, du coup, l'Allemagne s'appuie sur ce mix énergétique un peu bizarre, enfin, en tout cas pour l'électricité, qui est d'avoir pas mal de renouvelables, donc plus de la moitié, mais en même temps une part importante de charbon et d'avoir du mal à miser sur le gaz. Alors, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de miser de plus en plus sur le gaz naturel liquéfié, donc pour importer des États-Unis notamment, et de construire des infrastructures, puisqu'ils n'avaient pas d'infrastructures qui permettaient d'accueillir ce gaz naturel liquéfié, donc les terminaux de regazéification. Mais c'est quand même compliqué. Bon, alors je ne vais pas rentrer dans les détails du marché du gaz naturel liquéfié, mais effectivement, c'est problématique. Ça coûte cher. Ça coûte cher. On n'en a pas une quantité illimitée et les quantités donc, de gaz en provenance notamment de Russie, il a fallu les substituer. Donc on est dans cet équilibre un peu paradoxal où effectivement en plus on ne peut pas s'appuyer sur le nucléaire et d'ailleurs je vous rappelle que c'est quand même le principal point d'achoppement avec la France qui elle s'appuie sur un mix où il y a 2/3 de l'électricité qui est produite d'origine nucléaire, ce qui quand même nous rend bien service et ce qui à mon avis manque à l'Allemagne. Là je parle en tant que Française mais c'est vrai que... Du coup je pose la question de quelle transition en Europe ? Non, je suis d'accord, ce mix énergétique nous rend bien service.
Et en principe, il aurait dû être parfaitement complémentaire avec le mix allemand. Ce qu'il aurait dû se passer, c'est que... C'était avant 2022. Notre surplus d'électricité nucléaire aurait pu être facilement exporté en Allemagne et du coup compenser le fait que la perte de capacité productive liée à l'abandon du gaz russe soit... Mais d'ailleurs, on disait à cette époque que c'est vrai qu'un peu égoïstement, l'Allemagne finalement profitait du réseau français pour en fait pouvoir développer sa part de renouvelables alors qu'elle misait en fait sur l'électricité qui lui était fournie par la France. Donc un peu passager clandestin. Et en symétrique, la France profitait de l'export d'énergie renouvelable à bas prix, du coup moins cher que l'énergie nucléaire le plus souvent du temps. Et donc, il y avait en principe une relation assez symbiotique qui était possible. Et ça n'a pas été le cas, notamment parce qu'en 2022, et on l'oublie parfois en France, et je pense que ça a été très traumatique en Allemagne, et il faut s'en souvenir, à l'été 2022, qui est le moment où on a l'abandon complet des imports de gaz russe, l'Allemagne ne peut pas compter sur l'export d'électricité nucléaire française, puisque on se retrouve, pour des raisons climatiques et pour des raisons structurelles, avec la moitié de notre parc nucléaire qui, à l'été 2022, n'est pas opérationnel. Et donc ça, je pense que c'est un élément très traumatique pour les Allemands dont il faut se souvenir, parce que eux, ce qu'ils en retirent, c'est qu'au moment où ils en avaient le plus besoin, la France n'était pas capable de leur fournir l'électricité nucléaire à bas coût qu'elle leur avait promis. Et donc je pense qu'il y a une certaine rancune qui s'est installée. Il s'est cassé quelque chose, c'est-à-dire que du côté allemand, ils se sont dit, en fait, on ne peut pas parier sur la stratégie énergétique et nucléaire de notre voisin le plus proche. Et donc il y a une espèce de double défiance qui s'est installée. Les Français sont convaincus, sans doute à raison, que la stratégie 100% renouvelable de l'Allemagne ne marchera pas et que du coup, il faudra la compenser par de l'électricité carbonée. Et les Allemands, en retour, sont convaincus que la stratégie pure nucléaire française ne marchera pas parce qu'on a les difficultés qu'on connaît et parce qu'on a d'autres difficultés à construire de nouveaux EPR et compagnie. Et donc, du coup, on a quand même les deux plus grandes économies européennes qui sont dans des stratégies énergétiques chacune problématiques et qui ont chacune perdu confiance en l'autre. Et dans ce contexte de défiance... Mais pourtant, il y a des projets communs qu'on voit surgir autour de l'hydrogène vert. Donc il y a une alliance qui a été démarrée entre Siemens Energy et Air Liquide. Alors bon, le temps qu'on arrive à la production et qu'on réponde aux besoins de l'industrie, de la population, ça va prendre quelques années. Mais il y a quand même une dynamique... Oui, mais il y a une dynamique sur l'hydrogène, mais il y a quand même un point d'achoppement très fort sur l'hydrogène, qui est que les Allemands nous disent pour le moment... Nous ne voulons pas importer de l'hydrogène rose, on appelle ça, c'est-à-dire de l'hydrogène produit à partir de l'électrolyse produite par l'électricité nucléaire. Ils veulent importer que de l'hydrogène vert. Et la France est convaincue. Aujourd'hui, pas du tout. Pas du tout, oui. L'espoir français, c'est que grâce à nos capacités nucléaires demain, d'être capable de faire de l'électrolyse et du coup de produire de l'hydrogène rose. Plus probablement, ce qui se passera, c'est qu'on importera de l'hydrogène vert de la péninsule ibérique. Et donc la grande question franco-allemande aujourd'hui, c'est est-ce qu'on construit des infrastructures de transport de l'hydrogène ibérique qui passerait à travers la France ou pas. Et ça reste un point d'achoppement franco-allemand. Oui, peut-être deux points, c'est qu'en plus, pour ajouter à l'équation compliquée, on est aujourd'hui dans un contexte où, avec l'avènement de l'intelligence artificielle et de toutes les innovations qu'on veut implanter, c'est vrai qu'il y a la question des semi-conducteurs, par exemple, qui consomment également beaucoup, et donc il va nous demander un surplus énergétique important. Donc il va falloir réconcilier ces deux aspects d'avoir justement plus de renouvelables et plus de verre avec cet impératif énergétique. Et le deuxième point, c'est qu'on parle de la relation franco-allemande, mais je pense qu'on a vu au moment de la guerre en Ukraine que, en fait, en Europe, on n'était pas du tout très loin d'une Europe de l'énergie. Et je pense à l'exception ibérique d'un côté. Je veux dire, on a vu que chaque pays, dans ces cas-là, avait quand même un petit peu tendance à se replier sur sa stratégie nationale et que les mix énergétiques étaient très différents, donc très, à mon avis, difficilement conciliables. Comme souvent en Europe. Et tout ça s'inscrit, il ne faut pas l'oublier, dans ce contexte qui a été rappelé de ce juillet 2022 où le prix du gaz atteint ses plus hauts niveaux et où en même temps les Européens essayent de remplir leur stock mais de se passer de ce gaz. Donc on est dans une économie européenne qui est fortement pénalisée et menacée de décrochage parce que ce prix du gaz est plus cher et fait que cette économie n'est pas compétitive et où les pays, plutôt que de s'entendre et d'essayer de voir comment, grâce au marché unique, ils pourront finalement profiter de leur complémentarité, se mettent dans une logique, comme c'est souvent le cas, de compétition
position avec des critiques françaises contre les émissions liées à la production d'électricité par le charbon en Allemagne, des critiques allemandes sur l'avantage compétitif que nous avons sur notre nucléaire, etc., etc. Allez, à défaut de... On avance, on en vient à notre troisième et dernière partie. À défaut de nouvel emprunt pour financer cette transition énergétique, le numérique ou encore l'intelligence artificielle en Europe, les deux pays sont d'accord pour mettre en œuvre l'union des marchés des capitaux entre les 27. Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont publié une tribune en ce sens. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. Nous avons aujourd'hui énormément d'épargne dans notre Europe. Cette épargne ne s'alloue pas aux bons endroits et dans les bons secteurs. Et elle quitte aussi encore trop souvent environ 300 milliards d'euros par an, le sol européen, pour aller s'investir vers les capitaux américains. Nous avons donc décidé ensemble d'appeler à la création d'un produit d'épargne européen. Épargne financière, je le disais, massive, 35 000 milliards d'euros. Et ce tel produit d'épargne qui va être fléché sur nos priorités de long terme, transition verte, intelligence artificielle, innovation, défense. C'est pour nous un élément de cohérence, d'efficacité d'utilisation de cette épargne. Alors, une union des marchés financiers, Shahin Vallée, ça semble couler de source. Tout d'abord, les deux leaders sont-ils vraiment d'accord sur ce point ? C'est dur à dire, parce que c'est un sujet dont on parle depuis longtemps et qui progresse lui aussi très peu. Et donc, en fait, l'union des marchés de capitaux ou l'union de l'épargne et de l'investissement, comme elle est aussi parfois appelée, recouvre plusieurs choses. Donc il y a des choses sur lesquelles la France et l'Allemagne est d'accord. Le président de la République l'a évoqué, l'idée de créer un produit d'épargne européen ou l'idée de simplifier la titrisation comme véhicule d'investissement en Europe. Donc ça, c'est des projets relativement simples et donc ça, on peut penser que ça peut avancer. Mais une véritable union des marchés de capitaux, une véritable intégration des marchés financiers européens repose sur des choses beaucoup plus lourdes sur lesquelles là, il n'y a pas d'accord franco-allemand. Repose notamment sur une harmonisation au moins partielle du droit des faillites des entreprises, parce qu'on ne peut pas avoir de marché financier intégré si la gestion d'une faillite dans une entreprise allemande est différente de la gestion d'une faillite dans une entreprise. Et elle est très différente ? Oui, elle est très différente pour des raisons liées au droit national, liées au droit de propriété national, liées aux préférences collectives nationales. Par exemple, lors d'une faillite dans une entreprise française, les salariés ont des droits plus grands que les créanciers. Et on considère en France que c'est tout à fait normal. Ce n'est pas tout à fait le cas en Allemagne, ce n'est pas tout à fait le cas en Italie. Et donc, du coup, avoir un marché financier intégré avec des produits financiers identiques qui ne donnent pas en réalité les mêmes droits sur les actifs d'une entreprise en situation de faillite, ça peut produire des situations de droit très complexes. Donc sur l'harmonisation du droit des faillites, on est très loin du compte. Sur l'harmonisation du droit des titres et des sûretés, on est très loin du compte en conséquence. Et enfin, le dernier chantier institutionnel très, très lourd, qui est pourtant appelé des vœux de la Banque Centrale Européenne et de sa présidente, l'idée de créer un superviseur européen des marchés financiers. Là aussi, on a fait assez peu de progrès. Et donc, sur les sujets un peu superficiels de l'Union des marchés financiers, ça progresse. Sur les sujets lourds, beaucoup moins. On voit qu'il y a beaucoup de freins. Je vous vois réagir toutes les deux. À quand une place financière européenne ? C'est la vraie question. Et une fois qu'on a répondu à quand une place financière européenne, bien évidemment, la question qui va se poser, c'est comment on attire et comment on convainc les capitaux de s'investir sur cette place financière. Je crois qu'il faut bien se rendre compte que c'est pas juste un sujet financier, un sujet de libre circulation des capitaux, comme l'a dit Shahin Vallée. C'est une vraie question réglementaire. C'est qu'aujourd'hui, si le marché n'est pas uni, c'est qu'il est fragmenté. S'il est fragmenté, c'est par les réglementations qui sont nationales. On le sent, qui aussi s'explique par l'histoire, par la culture de chaque pays. Tout à fait. Et par les réticences de certains pays, par exemple, sur la question des règles fiscales. Donc, ça nécessiterait une harmonisation fiscale. Et on a le Luxembourg et l'Irlande, par exemple. Donc, on n'a pas l'harmonisation fiscale. Voilà. Et donc, certains pays qui ont une fiscalité, on va dire, très avantageuse sur certains produits. Je vous dis, Luxembourg et Irlande, par exemple, s'opposent à ces règles donc, et à cette mise en commun. Mais quand même, juste pour rappeler aussi un chiffre, on a à peu près la capitalisation boursière en Europe qui représente 80% du PIB européen contre 220% aux États-Unis. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a une profondeur du marché qui est bien moindre en Europe. Alors après, il y a aussi un historique qui fait ça. On a une finance qui est un système qui est beaucoup plus bancarisé en Europe par rapport au fait qu'on a une finance, beaucoup plus d'actions, d'obligations, etc. aux États-Unis. C'est aussi un héritage de l'histoire. Bon, voilà, je dirais qu'au moment de la crise des subprimes, on était content finalement d'avoir... Que ce soit les banques qui portent le risque. Alors,
Alors voilà, après on peut aller vers un modèle un peu différent. En moins d'1 minute, est-ce que ce serait une bonne nouvelle pour les entreprises, cette union, ce marché financier unique en Europe? Alors moi je suis un peu sceptique parce que je pense que les entreprises, quand elles ont des bons projets, des projets rentables, des projets... Ça c'est pour les entreprises déjà établies, mais pour des startups par exemple? Alors c'est vrai qu'il y a un peu... Il y a un peu moins de VC en Europe qu'aux États-Unis, mais c'est pas. Moi, je crois beaucoup plus à une finance distribuée qu'une finance très centralisée, en fait. Distribuée, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y ait beaucoup de places financières, où il y ait beaucoup de flux et on peut se tourner à différents endroits. Bon, écoutez, ce sera le mot de conclusion. En tout cas, merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur France 24.